Bonsoir. Effectivement, on sort de ma zone de confort, qui est la comédie classique hollywoodienne, même s'il y a des structures, des schémas, on y reviendra peut-être. Quand il s'est posé la question de choisir un film plutôt des années 70, et on pensait à Travolta, et pour ce deuxième moment, ce deuxième cycle autour de la comédie musicale, on a hésité avec Grease, qui est un tout petit peu plus tardif, l'année suivante, je pense. Et vraiment, on a revu les films et c'était évident, malgré notre plaisir anticipé à montrer, par exemple, un teen movie, il nous a semblé que ce film-ci était vraiment important et étonnant, en effet. C'est un film de John Badham et donc on ne peut pas du tout l'approcher d'un point de vue autoriste. Si vous êtes venu voir des films de Minelli, des films de Cukor, voilà, on parle du cinéaste, comment les films s'inscrivent dans leur travail. Ici, l'idée vient à la fois de Travolta donc qui était tout jeune, 22 ans, et qui était une vedette d'une série télé à succès. Et puis de ce producteur, comment il s'appelle, Stigwood, Richard, je crois, Stigwood, qui était à la fois producteur, mais surtout qui avait un label qui était australien et qui était un label de musique. Et donc voilà, les deux ont eu envie, plus ou moins en même temps, d'adapter un article de Nick Cohn, dont vous connaissez peut-être les écrits, parce que c'est un grand critique musical, qui est encore vivant d'ailleurs, mais qui est anglais à l'origine, et qui avait fait un pseudo-reportage sur ce qu'il appelait les rites tribaux du nouveau samedi soir. C'était paru dans le New York Magazine et c'était sur ces jeunes gens italo-américains qui ne vivaient que pour le moment du samedi soir où ils allaient sortir en boîte. Et en fait, en 1994, il a avoué au Guardian qu'il avait quand même beaucoup brodé, voire inventé, à partir de situations qu'il avait connu, vécu, mais plutôt à Londres. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la véracité sociologique et ethnographique, en fait, elle est pas exacte, mais on sent bien qu'il capture quand même quelque chose de l'époque. Mais donc les deux se sont saisis de ce reportage et ont eu envie d'en faire une fiction. C'est le producteur qui a d'abord acheté les droits, et Travolta s'est rendu compte donc que les droits étaient déjà acheté par quelqu'un d'autre, et il s'est rapproché de lui et ça a donné ce film. Ça devait être le réalisateur de Avildsen de Rocky, qui devait le tourner, et puis il y a eu un différend très tôt avec la production, et donc ce type qui avait reçu l'Oscar pour Rocky s'est retrouvé viré de ce film, et c'est finalement John Badham, lui aussi beaucoup formé par la télévision, artisan correct, mais voilà, pas spécial, dont je n'ai vu par ailleurs que ensuite War Games, ce film assez sympathique des années 80 sur le hacking, qui, à le revoir aujourd'hui, serait peut-être un peu ringardisé, mais bon, voilà. Donc c'est un film qui est d'emblée encore plus collectif que les films ne le sont en général, et donc il n'y a pas de geste d'auteur, mais évidemment ce qui est fou, c'est le succès qu'il a eu et comment ce succès a été orchestré. Juste quelques mots là-dessus, puis après on parlera du film quand vous l'aurez vu. Mais donc, idée de génie du producteur, c'est de faire sortir un mois avant la bande originale, donc qui était composée, comme vous devez le savoir, parce que c'est un tel succès que vous devez la connaître par cœur, mais en tout cas des 5 morceaux des Bee Gees, donc les frères Gibb, et puis d'autres ajouts, d'autres chansons. C'était les frères qui eux-mêmes avaient dit ce serait bien qu'il n'y ait pas que nous, qu'ils utilisent d'autres morceaux de disco contemporains. Et donc le producteur a fait sortir la bande-son du film et l'a vendue à 1 million ou je ne sais plus combien, énormément d'exemplaires, avant même que le film ne soit sorti, ce qui fait que ça a créé, sans budget publicitaire autre, ça a créé une masse de gens venus voir le film ayant déjà la musique dans la tête. Donc voilà, génial. C'est pour ça d'ailleurs que Jean-Paul vous a passé la musique dès le box-office. Il vous fait du lavage de cerveau, voilà, inspiré par cette stratégie américaine. Mais en tout cas, voilà, évidemment, il est dans un contexte, ce film, de popularisation énorme du disco, ou de la disco, comme disent les historiens de la musique.
Il est dans un contexte où, bon, moi je dis le disco parce que je ne suis pas historienne, où le disco est devenu quelque chose de très très mainstream, très pour tout le monde, très populaire, alors que il avait commencé dans les boîtes gays, noires, voilà, il y avait disons une racine communautaire à cette musique, et puis comme toujours, ça se passe toujours comme ça, les contre-cultures sont absorbées dans la culture populaire, et donc c'était le milieu des années 70, et vraiment typiquement ce moment-là, et puis très vite il va se ringardiser, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le film est à la fois très connu, les chorégraphies imitées, parodiées, etc., mais quand même à ce sillage un peu kitsch, et donc on n'y revient pas forcément. On connaît les numéros ou les déhanchements de Travolta, mais on n'a pas forcément envie, en tant que film, de se replonger dans l'histoire, ce qui se passe, ce qui arrive au personnage. Et je trouve que c'est une bonne occasion de passer le film, et non pas de faire un karaoké ou une flash mob. Ou, voilà. Donc voilà, on reparle après, et j'espère que vous resterez pour qu'on échange sur le film. Je suis assez curieuse de votre retour, parce que je l'ai revu et il garde pour moi une espèce de violence, de crudité et de violence qui est assez étonnante dans le cinéma hollywoodien, même celui des années 70, dont Jean-Baptiste Aurey a dû vous parler beaucoup avant. Je précise que son scénariste, donc Wexler, a écrit Serpico, que vous avez sans doute passé dans l'un des cycles, peut-être avec Toré, de Sidney Lumet. Donc voilà, excellent scénariste, je trouve, complètement détruit par sa bipolarité, qui a fait qu'il a sans doute été moins productif dans sa carrière que son talent ne le permettait. Mais je pense que c'est l'une des clés de la réussite du film aussi, c'est ses dialogues, c'est la réussite de ses dialogues. Bon, trop long, je vous laisse le voir. Il a été tourné du printemps à l'automne 77 et il est sorti en décembre 77. Bon film. Ce qui me frappe à le revoir, il y a un petit morceau de dialogue que j'ai toujours pas compris. Ça fait plusieurs fois que je le vois, mais je vous demanderai peut-être tout à l'heure, il n'est pas sous-titré. C'est quand même sa structure assez parfaite, là, en chiasme, qui part de Manhattan et puis qui revient à Manhattan, mais aussi, bien sûr, cette symétrie. Vous vous souvenez, au début, on a ce qu'on pense d'abord être les stock shots, les plans habituels de vue sur Manhattan, puis en fait, très vite, il y a un mouvement d'hélicoptère très, très rapide, et on voit que, en fait, la rapidité de ce mouvement nous exile complètement à Brooklyn, et évidemment, le film est très ancré dans la réalité de cette ville, et c'est pas un hasard si on l'a inscrit dans ce programme comédie musicale, y compris après West Side Story, et tout son ancrage dans New York. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des références à West Side Story. Bon, Tony, déjà le prénom de Tony, mais aussi le fait qu'il soit fait référence à Roméo et Juliette, par exemple. Bon. Donc il y a évidemment une présence très forte de New York, mais très différente de ce qu'il y avait dans West Side Story, qui, malgré sa date, venait en fait des années 40-50. On avait vu que ça venait après, mais on sentait qu'il y avait encore tout le passé dans West Side Story. Là, on est passé de l'autre côté, et quand je dis de l'autre côté, évidemment, je veux aussi dire géographiquement, donc ce déport d'emblée de Manhattan vers Brooklyn, et puis le retour vers Manhattan à la fin. Mais cette symétrie donc souligne évidemment aussi le contraste qui est fort dans le film. C'est-à-dire que quand on voit des choses qui se ressemblent dans la structure d'un film, voilà, ça souligne aussi ce qui ne se ressemble pas. Ce que je veux dire, ce qui me frappe, c'est que le film s'ouvre sur une séquence devenue très connue, donc de marche dans la rue, le mouvement du métro, mais donc ce premier mouvement de caméra par hélicoptère très, très, très rapide de départ vers Brooklyn, mais aussi redoublé par le mouvement du métro, et puis ensuite Travolta qui marche dans la rue, et qui marche exactement au son de la musique. D'ailleurs, on faisait jouer la musique dans la rue, aussi pour les figurants, aussi pour les passants. Donc voilà, on pourrait dire qu'il y a ce statut particulier quand même de la musique, y compris au mixage. Je ne sais pas si ça vous... C'est-à-dire
on entend bien que c'est de la musique qu'on dit de fausse, hein, c'est-à-dire de la musique évidemment rajoutée par-dessus en post-production. Et en même temps, on a l'impression que les personnages, parfois, de manière non réaliste, l'entendent et marchent au rythme de cette musique. Et pour cause, puisque lui, il a toujours cette musique dans sa tête. Donc en fait, effectivement, on pourrait dire que la musique sort de son propre élan aussi bien que l'inverse. Donc on a cette énergie très forte au début. Donc lui-même effectivement emporte cette marche. Alors au début, c'est une doublure, enfin c'est assez connu qu'il a dû se faire remplacer parce qu'il sortait d'un... Enfin, Travolta a perdu sa fiancée qui est morte au tout début du tournage, donc il a raté ce morceau de plan où on voit ses pieds dans la rue. Il était très furax que sa doublure, et c'est pas seulement anecdotique, c'est parce qu'on parle du rythme, que le type qui jouait ses pieds, qui marche dans la rue quand il s'arrête devant la paire de chaussures et qui compare ses propres chaussures à la chaussure qu'il voit en vitrine, fait une espèce de mouvement comme ça, de sautillement sur l'autre jambe, justement pour marquer un rythme, mais selon Travolta, trop. Donc on voit que voilà, y a ce rythme, cette énergie, cette circulation qui est imprimée par lui, par le personnage, aussi bien que complètement imprimée par la mise en scène au début, me semble-t-il. Plus on avance dans le film, plus on va vers quelque chose comme un piège, quelque chose comme un englument. Évidemment, la mort tragique du personnage joué par Barry Miller, l'ami, bien sûr, mais aussi évidemment toute une série de choses qui anticipent ça. Le piège étant lui-même devenant quasiment, en tout cas tentant de violer la jeune femme, donc s'enfermant, s'engluant dans quelque chose qu'il a déjà vu, qu'il a déjà subi et qu'il ne voulait pas a priori subir parce qu'on voyait que c'était quelque chose qui le paralysait lui-même, qui le dégoûtait. Et puis bien sûr l'englument, parce qu'avec l'anecdote du pont Verrazzano, le type mort dans le béton, évidemment on se dit que ça signifie aussi, forcément, on l'entend de manière rétrospective, comme cette espèce de danger d'être coincé. Hein. Et heureusement on pourrait dire qu'il trouve la force, qu'il trouve l'énergie qu'il mettait complètement dans la danse, sur la piste, pour s'arracher à son milieu, mais on ne sait pas vers quoi ou comment. Et donc la fin est un peu ouverte, mais c'est pas vraiment un happy end non plus. Mais en tout cas, je trouve intéressant quand même le fait qu'on se souvienne du film, surtout pour les chorégraphies, l'énergie du disco, et qu'en fait, il y a quand même une grande mélancolie, quelque chose évidemment de très grave, un mélange de drame et de comédie, mais aussi une mélancolie, y compris dans ce mouvement qui va de cette marche de la virilité complètement rutilante et caricaturale, évidemment, et comique, représentée de manière comique, parce qu'il se prend des râteaux dans la rue, évidemment, y compris dans cette première scène, mais en tout cas, et puis bien sûr, où est-ce qu'il va avec son pot de peinture ? Il va au turbin, il va travailler, et donc c'est déjà traité de manière comique, mais voilà, il y a cet infléchissement vers la fin où il y a cette sorte, oui, d'épée de Damoclès de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc moi, ce qui me frappe dans le film, c'est à la fois que l'énergie de la danse, que quelque chose se joue sur la piste, de la possibilité qu'il aurait de s'extraire du déterminisme social qui est partout ailleurs dans le film, qui l'entoure dans sa famille, qui l'entoure chez ses amis, qui l'entoure dans ses relations avec les femmes, etc. Puisqu'il est dans ce groupe, alors là encore, on pense à West Side Story, on voit l'aspect communautariste dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire la banalisation du racisme, du sexisme, de l'homophobie, voilà. Ça, on a vraiment un échantillonnage de ça, mais qui vient aussi du reportage dont je vous parlais, du texte sur lequel se base le scénario, ou de ce qu'a fantasmé en tout cas le journaliste. Et donc on voit bien que lui, il est en retrait de ça, mais en même temps peut-être suffisamment pas en retrait, ou peut-être que la danse serait, que la scène, l'espace de la danse, la piste, risque d'être un espace
justement de rêve, mais aussi d'échapper, de escape, une sorte de second niveau qui lui permettait un exutoire, une sorte de décharge, mais par lequel il n'aurait pas besoin, du coup, de véritablement changer sa vie. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début de ce cycle, que c'est vrai que, évidemment, que les comédies musicales, leur enjeu, le plus souvent, c'est quand même la réinvention de soi par différentes étapes et différents rapports à l'autre, mais aussi à l'espace, de comment on investit l'espace dans un numéro dansé, et que bien sûr, ça se joue là de manière très singulière. Vous noterez, je ne l'ai pas dit, mais vous aurez remarqué que ça doit être l'un des premiers films musicaux de DJ ou de playlist, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéros chantés, hein, ce ne sont que des numéros dansés. Et ça va lancer un style aussi. Bon. Donc voilà, je pose ces choses-là, et puis ensuite on peut tout à fait parler d'autres choses, et notamment, pas d'autres choses, mais en tout cas de choses qui vous auraient particulièrement saisi. Et je disais que le film me semblait violent, cru, y compris dans ses dialogues, dans la représentation du corps, dans la façon bien sûr dont Travolta est filmé, et surtout dans cette scène assez connue où il se prépare. Donc deuxième sorte de scène d'anthologie, puisque d'abord il a des espèces de flash-forward ou de fantasmes de ce que va être le fameux samedi soir, hein, avec c'est assez surprenant dans le montage, on ne s'attend pas à avoir une anticipation de ce que sera la boîte de nuit dès la scène de la chambre. Évidemment, le décor de la chambre, ce qui est aussi frappant, c'est qu'en général, dans les films hollywoodiens, jusqu'à cette période, on ne fait pas trop allusion aux autres films contemporains. Et là, c'est absolument bardé de références à la culture pop, à la culture populaire contemporaine. Donc Rocky, Al Pacino, Bruce Lee qui l'imite, etc. Donc quelque chose de très cru aussi dans ce qui est pris de la réalité de cette période, et puis crudité bien sûr de ces plans en contre-plongée sur Travolta en slip, en train de se préparer, qui sont comiques en fait dans leur inclinaison, dans leur érotisation légèrement parodique, je pense, qui évidemment renvoie à ce qui se joue pour lui de narcissique dans sa préparation, dans sa coiffure, dans son costume, dans son rapport à la danse. Ça n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'un enjeu narcissique pour lui. Je pense que le film serait limité si c'était ça. Mais en tout cas, dans cette scène, c'est évident qu'il se construit l'image qu'il veut emporter au dehors. Et puis, cette image, évidemment, elle prend des coups en cours de route, à commencer par les coups du père. Il a tapé mes cheveux. J'aime beaucoup cette réplique, et qui est une improvisation apparemment de Travolta. Il a tapé mes cheveux, et puis jusqu'à la fin où il est vraiment couvert de coups. Donc cette image, elle va être exposée au monde. Mais quand même, c'est pas un hasard si je pense qu'il y a, moi ce qui me plaît aussi, dans les différentes scènes de disco, c'est qu'elles sont quand même écrites selon une certaine progression également. C'est-à-dire que ce n'est pas un jukebox où on a encore une performance de Travolta, encore pour en avoir plus, juste pour avoir de la quantité de manière répétée. Mais il y a la façon dont il investit l'espace est différente. Il y a la première fois avec le groupe, on voit que c'est une chorégraphie collective, ce qui n'est pas réaliste, évidemment, du point de vue des boîtes de nuit, les fumigènes non plus, etc. Mais c'est une affirmation. C'est John Badham, le réalisateur, qui a dit « mais si, faisons ça ». Et c'est un choix de ne pas être réaliste là-dessus. Et puis, il y a tout l'enjeu, évidemment, du couple, qui est l'enjeu amoureux, j'allais dire, de toute la comédie musicale classique. Comment se forme le couple, comment il en essaye plusieurs, comment il est désiré par toutes ces femmes, et comment lui a un rapport à la sexualité qui est déplacé, enfin, qui cherche à pas... Alors, vous vous souvenez, cette inversion de la réplique, quand il dit à ses amis « oui, les filles comme ça, quand tu couches avec elles, après elles croient que tu vas danser avec elles ». Hein, alors qu'on s'attendrait à l'inverse, c'est-à-dire oui, ces filles-là, quand tu danses avec elles, elles croient que tu vas coucher avec elles. Il inverse la proposition. Et puis il y a la scène évidemment fameuse de danse où tout le monde s'écarte, y compris la partenaire
femme, et où il s'agit pour lui d'investir complètement la piste dans une espèce de confusion entre Travolta, acteur-danseur, et le personnage de Tony Manero. Les deux enfin, c'est comme dans le catch, d'une certaine façon, il surjoue, mais c'est délibéré. Et là, pour le coup, il y a un narcissisme très très fort, et on se dit que il y a eu, je crois, des études plus ou moins, ou des propos sociologiques là-dessus qui disent que le disco, qui est donc parti de cette culture noire, gay, des boîtes de nuit, cette culture marginale, enfin de minorité en tout cas, qui ensuite s'est répandue dans tous les grands médias et dans la population, et qui en fait annoncerait une sorte de passage de la contre-culture années 70, de la révolte années 60, années 70, vers le reaganisme, on pourrait dire, pour résumer, c'est-à-dire quand même une façon de penser tout en termes de commerce, y compris soi-même, y compris comment narcissiquement avoir de la valeur à ses propres yeux, et comment pouvoir se vendre dans cette société où il faut se vendre, parce que c'est comme ça qu'on peut survivre. Le mot survie est évidemment dans la chanson, dans l'un des morceaux des Bee Gees. Donc il me semble que voilà, les différentes, jusqu'à la séquence finale du concours, où là encore se joue très politiquement quelque chose, puisque la surprise est que lui ne veut pas du tout de ce prix, et que ce prix prouve une sorte d'apogée de sa prise de conscience politique à lui, du racisme foncier, et surtout du système, de comment fonctionne ce système que nous, on a vu dès le début à la table familiale, dans cette scène vraiment, là encore, si on peut en rire, assez drôle, c'est-à-dire où chacun littéralement tape son voisin, comme ça très très vite, ça part de partout, et on a l'impression d'une espèce de billard, de jeu de billard ou de flipper, comme ça très rapide, la mère qui tape le père, le frère qui tape sa petite sœur, le père qui tape le frère, etc. Tac, 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 ça part de partout. Et puis à la fin, il va théoriser. Vous vous souvenez, à la fin, quand il dit « mais en fait, j'ai compris, tout le monde piétine tout le monde, et même les piétinés piétinent, en fait ». Et donc, ce qui nous apparaissait au début comme une circulation d'énergie dans la ville, les regards de drague, la marche, la danse, etc., apparaît aussi comme une circulation, pour le coup, de violence, de coups, avec aussi la bagarre finale, qui est rendue complètement absurde. Là encore, écho peut-être de West Side Story, sauf que la bagarre, à la fin, le type dit « mais non, en fait, si ça se trouve, c'était pas eux ». Donc, on est laissé avec une espèce de violence pure qui serait... Enfin, de violence pure du système. Le système fonctionne comme ça, comme une sorte de mécanique sociale, et où chacun tape chacun, et on verra qui survit à la fin. Donc le film est très, je pense, très noir pour ça aussi, enfin assez mélancolique. Est-ce que vous avez est-ce que des choses vous ont marqué, ou est-ce que vous avez des questions ou des protestations? Oui, écoute, je vais lancer la première remarque. Ouais. Je vais juste revenir sur le concours final, justement. Oui. Je trouve hyper intéressant parce que, comme tu dis, c'est une espèce d'apogée de prise de conscience politique. Enfin, et en fait, je crois qu'il dit quelque chose comme c'est truqué, en fait. Oui, et je trouve ça hyper fort, en fait, qu'il dise ça, parce que ça renvoie en fait à un commentaire finalement beaucoup plus global en fait sur la société et comment on fait pour s'en sortir, etc. Et ça renvoie aussi à peut-être... enfin, c'est cette histoire que je trouve assez belle, finalement, qu'il arrive à prendre conscience de tout ça parce qu'il rencontre sa partenaire de danse qui, elle, finalement, a réussi à sortir, enfin, par d'autres moyens, etc., mais quand même qui devient une sorte de modèle. Et un peu, à la fin, ce que je trouve assez beau, c'est qu'elle devient quelque part un peu... son égale, enfin c'est plus juste une proie féminine, enfin, voilà, il y a une possibilité en tout cas de dialogue, quoi. Et je trouve ça assez beau, mais par contre ce qui est intéressant c'est la manière, il me semble qu'à un moment donné, parce que j'ai raté un morceau du film, mais il me semble qu'à un moment donné elle explique en fait comment elle est allée à Manhattan, comment c'est sa vie, etc. Et qu'en fait c'est... Enfin, voilà, elle a couché avec le type. C'est un peu ce que je voulais dire, c'est que ça aussi c'est truqué en fait.
Oui, Et tout à voilà. fait. C'est aussi truqué. C'est pour ça que j'allais te répondre. C'est ça qui est... Non, mais c'est ça aussi qui, enfin, pour moi, rend le film très noir, au fond. Oui. Et que, bon, même s'il y a une espèce d'espoir à la fin, parce qu'il s'en sort, si on veut, mais de l'autre côté du pont, en fait, à Manhattan, voilà, est-ce que l'herbe est plus verte? Truqué. Voilà. Ouais. Oui, cette idée des dés sont pipés et c'est truqué, it's rigged ou it's fixed, enfin il disait it's rigged, c'est ce qu'on dit aussi pour les matchs de boxe. Donc il y a peut-être du Rocky derrière, parce que c'est un peu ces histoires-là du type qui réussit, sauf que là justement il réussit pas, c'est-à-dire que quand il réussit, quand il a le prix, en fait il comprend que sa victoire est effectivement il ne la doit pas à sa propre valeur. Alors sur le fait qu'il trouve cette partenaire et que cette partenaire lui permette ce changement, cette réinvention de soi, c'est intéressant parce qu'on retrouve vraiment ce qui structure la comédie musicale, et je pense que j'en avais parlé la dernière fois à propos de My Fair Lady, à savoir My Fair Lady, c'était la petite vendeuse de fleurs Cockney qui parle Cockney à Londres, et puis le professeur de linguistique bourgeois, et comment en fait le plus souvent les récits dans les comédies musicales, c'est des couples, mais des couples au sein desquels il y a une très grande différence d'âge, de classe, de vision de la vie, etc. Et tout le film consiste à pas seulement à les faire se retrouver ou se rencontrer, mais à travailler, disons, ces différences et comment ces différences sont des allégories de la différence sexuelle d'une certaine façon. Et là, on retrouve un peu ça, mais de manière assez intéressante. Autre exemple, ce serait bien sûr Tous en scène, avec Fred Astaire qui vient du milieu du music-hall, et puis Sid Charisse, beaucoup plus jeune, et qui vient du ballet, je veux dire, en tant que personnage dans Tous en scène. Ou Chantons sous la pluie, c'est pareil, il y a un acteur de cinéma, et puis une qui dit non, moi je ne fais que de la scène. Bon, il y a toujours ces différences-là. Et ici, la différence, elle est pipée. Elle aussi, elle est truquée, la différence. Parce que justement, ils sont pareils. C'est ça qu'on comprend. C'est-à-dire qu'elle est aussi de Brooklyn. Elle boit du thé, mais elle n'aime pas spécialement le thé. Elle boit du thé au citron parce que ça fait distinguer. Voilà, elle s'est façonnée. Au début, moi, je pense que le film la filme et la fait dialoguer de telle manière à ce qu'on trouve ça tout simplement snob. Enfin, c'est la définition même du snobisme, et c'est pas un personnage sympathique. Et puis, plus ça avance, plus on se dit que ce mode-là est évidemment un mode de construction de soi, comme il y en a d'autres, comme il y en a par la danse. Elle le fait aussi par la danse. Au début, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, puisqu'il y a des danseuses classiques dans la salle, elle fait un petit peu de danse classique comme ça quand il rentre dans le studio. Elle ne tend même pas ses pointes, c'est même pas crédible. Et on se demande, donc elle n'a pas du tout un port de danseuse classique comment on appelle ça, une posture voilà, qui est crédible, et on se dit, est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est juste l'actrice et personne n'y a rien vu, mais en tout cas on se dit, elle serait bien capable, ce personnage aussi, de poser à la danseuse classique, alors qu'en fait, comme lui, elle vient du même milieu, qui est d'ailleurs pas un milieu si défavorisé que ça. Bay Ridge, si vous connaissez un peu Brooklyn, c'est un quartier du sud-ouest de Brooklyn qui est pas très, à l'époque même, qui est pas très très pauvre. Enfin, c'est pas, on voit bien, ils habitent dans une maison. Alors, le père est au chômage parce que je pense qu'il est un ouvrier, et les ouvriers du bâtiment, comme plein d'autres ouvriers, ils sont dans des unions, dans des syndicats, et c'est le syndicat qui leur donne le travail ou pas. Donc, des fois, ils sont arrêtés. C'est un truc collectif qui fait qu'ils sont arrêtés pendant des mois et qu'ils doivent accepter ça. Et ça fonctionne de cette manière. Donc, à la fois, il est au chômage, mais à la fois, c'est pas tout à fait la même chose que ici, bon, c'est une parenthèse, mais donc il a ses origines ouvrières. Et c'est vrai que elle, on connaît moins son milieu, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'elle a déjà décidé de s'en extraire, de s'inventer un personnage, de parler différemment, de prendre des cours, de manger pas les mêmes choses, de s'habiller différemment. Lui, je trouve plus touchant, évidemment, parce qu'on le voit au début dans sa famille, avec les spaghettis, et c'est hilarant et en même temps très touchant qu'ils mettent cette espèce de nappe sur sa chemise pour pas se tacher. Et qu'en même temps, il y ait cette petite broderie, enfin ce petit motif qui revient dans tout le film, de petites références à la religion, évidemment cristallisées autour du frère prêtre, mais avec d'autres, le frère qui dit « Ah, ils s'écartent tous, comme devant Moïse, quand tu avances dans la boîte de nuit », ou bien, voilà, il y a des références religieuses qui sont pertinentes, parce que
elles sont pertinentes. Pourquoi ? Bon, d'abord parce qu'on est dans ce milieu d'italo-américains catholiques. Travolta l'était à moitié, puisque sa mère est d'origine c'est une irlando-américaine, tandis que donc son père est italo-américain. On voit la mère, d'ailleurs, la mère et la sœur de Travolta ont des toutes petites apparitions. Mais il me semble que là, la référence, c'est pas du tout West Side Story, c'est pas même La Fureur de vivre, dont on voit bien que les jeunes gens un peu délinquants, ils viennent de ce film extraordinaire de Nicolas Ray de 1955. Mais là, plus précisément, je pense que John Badham, il pense à Scorsese et à Mean Streets, ces espèces de petites frappes comme ça, mais avec tout imprégné du catholicisme dont il s'arrache, mais dont il reste, qui les habite. Et puis aussi un autre film que je vous recommande, si vous arrivez à le trouver, il doit se trouver, qui est le documentaire que Scorsese a fait sur ses parents et qui s'appelle Italian American. Et c'est tout simplement, il filme ses parents, notamment sa mère. Le générique d'ailleurs, c'est la recette de la sauce tomate, les boulettes à la sauce tomate. Donc il filme sa mère chez elle, et j'ai l'impression que là, c'est vraiment inspiré de ça. C'est-à-dire comment on filme toute cette difficulté à s'extraire de ces valeurs familiales et en même temps sans les haïr pour autant. C'est ça, je trouve qu'il y a tout cet aspect dans le film qui est très touchant et qu'on oublie, disons, quand on se focalise uniquement sur la dimension comédie musicale, disco, concours, et qui est liée malgré tout à la danse, cette dimension, disons, catholique italienne, parce que dans le traitement très érotisé évidemment du corps de Travolta, qui a perdu 10 kilos pour faire le rôle, enfin bon, il y a tout cet effort, toutes ces épreuves pour arriver à avoir cet aspect-là, et cette agilité-là, et faire ces acrobaties et tout ça qu'il ne pouvait pas faire avant de faire le film. Mais quand même, il y a eu l'idée que peut-être la piste permet d'accéder à une sorte de corps de gloire, je ne sais pas si on dit ça, mais voilà, qu'il y a quelque chose de mystique, de potentiellement mystique dans cet accomplissement phisique, quoi. Donc voilà, il y a un déplacement, mais c'est pas tout à fait. Je pense que c'est lié. Oui, autre chose aussi, quand vous parliez de l'effort de vivre, moi j'ai une petite. Je trouve que l'affaire de vivre, il y a le couple Natalie Wood. Et il y a à côté, donc il y a aussi sur le livre, il y a ce jeu avec la mort qu'on retrouve sur Paradise Bridge, et il y a aussi le jeune garçon qui fait une fixation sur le couple, l'acteur principal, il va jouer son et ici Travolta. Oui. James Dean, merci. James Dean, Natalie Wood. Ah, voilà, c'est ça, James Wood. Et puis il y a aussi un jeune garçon qui fait une fixation, lui aussi. Salmineo. Une fixation, ça fait. Et en fait, on trouve aussi celui qui conduit la voiture, celui qui ne se fait pas frapper la figure. Oui. En fait, j'ai l'impression que why did you call? You didn't call. Vous n'avez pas appelé. Il serait un rapport justement d'admiration, de voir de fixation entre le personnage de La Fureur de vivre et celui-ci. Ouais, pourquoi t'as pas appelé? Oui, vous avez raison. Ce personnage du buddy, du copain, mais qui lui dit d'ailleurs dans ce film-ci, qui lui dit mais en fait vous y arrivez toujours, vous retombez sur vos pattes et moi il m'arrive que des emmerdes. Puisque les autres aussi ont une activité sexuelle, etc. Mais il n'y a que lui qui se retrouve dans la situation où là, le comique de répétition est en même temps un tragique de répétition, avec cette histoire qu'il essaye de raconter à tout le monde pour trouver une solution pour que sa petite amie ne reste pas enceinte. Il y a toujours effectivement ce personnage qui regarde les autres comme si la vie des autres commençait et décollait, tandis que lui, il est une sorte de spectateur impuissant et incapable de vivre lui-même, d'être dans le monde, de faire couple, etc. Et oui, je pense que ça vient de ce jalon, disons, presque existentialiste ou existentiel de la naissance du teen movie qu'est La Fureur de vivre, si on veut bien la situer là, donc en 1955, c'est-à-dire l'adolescent qui s'aperçoit qu'il est un grain de poussière dans l'univers. C'est ce qui arrive à ce Salmineo,
le jeune ami dans La Fureur de vivre, quand il assiste à une projection au planétarium et qu'il s'aperçoit que en fait on est rien, que tout est relatif, et il s'en sent, au lieu d'être exalté de ça, il est complètement écrasé. Et ça, évidemment, c'est resté dans les personnages de jeunes gens. Alors nous, ils nous paraissent plus vieux. Travolta, il a 22-23 ans, il joue quelqu'un qui en a 19, mais c'est vrai qu'elle, alors j'ai pas regardé quel âge elle a vraiment, mais quand elle dit qu'elle a 20 ans, c'est incroyable comme elle est accomplie, mais ça fait partie aussi du personnage très construit, du personnage qui a décidé que voilà, elle aurait telle progression, telle carrière, elle a appris à taper à la machine. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées et qui se permet de lui dire au début, d'ailleurs, tu es un cliché, tu ne vas nulle part. Hein, vous vous souvenez, tu es un cliché, tu ne vas nulle part, alors que nous venons de voir que lui, au contraire, ce qu'il fait, c'est qu'il y va. Il va au travail le matin, il marche comme s'il allait à Manhattan. Bon. Donc oui, tout à fait, ça vient de ça, de cette définition de l'adolescent ou de la jeunesse comme étant déjà consciente que quelque chose va finir, ou qu'elle est elle-même déjà un point de perte, de mélancolie de l'enfance. Je pense que c'est effectivement là dans le film. Mais quand même, la particularité de ce film, moi, ce qui me frappe, c'est que on est évidemment après la censure obligatoire hollywoodienne, et que là, il y a une charge, il y a une façon d'exprimer et de montrer la sexualité qu'on ne voit dans aucun film avant, et qu'on n'entend dans aucun film avant. Les dialogues sont extrêmement sexuels, enfin très très crus, y compris scatologiques, alors ils ne sont pas tous complètement traduit, faute de pouvoir adapter le langage. Je ne pense pas que ce soit de la censure, c'est juste pas toujours facile à traduire, mais c'est extrêmement frappant. Ça a beaucoup choqué, il a failli être X, carrément. Donc c'est aussi un film qui continue à choquer de ce point de vue-là, et y compris la représentation de la sexualité, y compris dans ses conséquences, c'est-à-dire la paternité obligée pour ces jeunes gens qui veulent se sortir du schéma de leur père, de leur famille, et qui en fait retombent dedans par leur mode de vie. Et puis d'autre part, le viol quand même, c'est-à-dire le fait que, y compris le héros, ce qui est hyper choquant dans un scénario, on arrive à faire une tentative de viol, ce qui est quand même incroyable, d'arriver à nouer ça à l'intérieur d'un récit et de le finir malgré tout comme il finit. C'est une sorte de... Alors après, il y a des gens qui trouvent que ça marche pas, mais moi, je trouve que ça marche plutôt, et que c'est quand même osé de ce point de vue-là. Ça va loin, parce qu'on peut aussi, à cette époque-là, malgré tout, même si on scandalise, le film est sorti, et donc il est vu, il est entendu. Oui, alors moi je m'en souvenais pas du tout. Je crois que je l'ai vu, mais en fait en le revoyant, je me dis, je ne m'en souvenais pas du tout. Peut-être vous avez vu un clip du C'est ça. Ouais. Et en fait, moi je suis frappé en effet. C'est vraiment un film des années 70, quoi. Le côté un petit peu désespéré américain des années 70, parce que quand même, moi, ce qui me frappe dedans, c'est comment, et c'est dit d'ailleurs, quelque part, l'ascenseur social, ça n'existe pas, que toutes les idoles ou les modèles qu'on se fait, il n'y en a aucun qui marche. Le père, ça ne peut pas être un modèle. Le frère curé, lui-même, ça ne marche plus. Il s'auto-défroque. Voilà. Oui. Le petit Bobby par rapport au truc, etc. C'est quand même incroyablement désespérant, quoi. Et en fait, effectivement, finalement, la seule voie qu'il trouve, c'est de franchir le pont, de fuir, en fait, sans savoir vers quoi on va, avec quelqu'un qu'on aime, qu'on n'aime pas, on n'en sait rien, mais on se dit, peut-être on va se serrer les coudes, quoi. Je trouve qu'il y a des côtés un petit peu, finalement, je sais pas, mais ça m'a fait penser un petit peu à des films de Duvivier, etc., à l'époque de La Belle Équipe, etc. Bloqué, quoi. Ouais, exactement. Oui, juste deux choses, ça me fait penser à deux choses. Vous aurez reconnu, dans le cadre, quand ils sont devant le pont Verrazano,
quand d'abord il va s'asseoir tout seul, puis ensuite il l'amène elle, donc on sent que c'est quelque chose de très privilégié, puisque évidemment 2 ans plus tard, Woody Allen va faire un plan cadré de manière semblable pour finir Annie Hall, je crois. Et puis il y a aussi dans Manhattan, mais il me semble que c'est vraiment le plan de fin de Annie Hall, à vérifier, parce que j'ai un souvenir en couleur. Et donc, en fait, ce qui est amusant à penser, c'est que lui, il filme le côté bourgeois, enfin intellectuel / bourgeois, ou bobo, on dirait maintenant, de l'autre côté, parce que c'est filmé de Sutton Place, donc c'est-à-dire East, mais très chic quand même. Et donc, on voit l'autre côté, quoi. Donc, je trouve ça assez beau que finalement, ces plans-là aient précédé ceux de Woody Allen, qui ont ensuite été, eux, complètement fétichisés dans l'histoire du cinéma, dans le rapport de nous, aux spectateurs européens à New York, et y compris dans le film qui s'appelle Manhattan lui-même de Woody Allen, où il commence avec son magnétophone à dire qu'est-ce qu'il aime, et ben j'aime ci, j'aime ça, à New York et tout, et où c'est une image complètement nostalgique, idéalisée, enfin rêveuse, donc qui répond à celle-ci, mais qui est beaucoup moins désespérée, et qui est presque un peu, du coup, rétrospectivement, je me dis, un peu confite, enfin un peu complaisante, disons, dans quelque chose d'esthétisant. Alors que là, on a le contre-champ à Brooklyn, et qui est quand même plus intéressant, finalement, je trouve, me semble-t-il. Et puis l'autre, le fait que ce serait une noirceur à la Duvivier, je trouve que c'est une bonne comparaison. Si on compare, mettons, Renoir avec Duvivier, Renoir, on a toujours l'impression qu'il y a une lumière, il y a quelque chose que le film, dans sa mise en scène, fraye, quoi, qu'on va sortir du trou d'une façon ou d'une autre, tandis que Duvivier, non, c'est vraiment la chape. Et est-ce que là-dedans, il n'y a pas quand même cette espèce de recherche de sortie par le film lui-même, par sa mise en scène, et non pas simplement celle de recherche de sortie des personnages au sens... Il me semble quand même que dans sa mise en scène même, le film arrive un peu à dépasser cette mélancolie absolue et cette... mais j'arrive pas exactement à mettre le doigt sur ce qui me permet de dire ça. Mais peut-être que vous savez. Merci. Je ne sais pas si je vais aller dans votre sens, mais j'ai été frappée par la blancheur, la candeur des personnages du couple à la fin. Ils sont tous les deux de blanc vêtus. Et je repensais aussi à ce don, ce legs que le frère prêtre défroqué du coup fait à son petit frère, en lui léguant ce qu'il trouve, c'est-à-dire ses habits de prêtre. Et donc John Travolta joue avec. Et je me disais qu'il y avait dans cette transmission quelque chose de la spiritualité, en fait. Ah oui, mais il se pend à moitié avec. Il se pend, oui. Mais pour autant, je me suis demandé si la quête spirituelle, en fait, ne passait pas. Le frère lui donne sa tenue. Et voyant en lui qu'il a vu danser, peut-être celui qui sera capable de continuer la quête de l'esprit, en fait, à travers la danse. Ce qu'il voit en lui, et d'ailleurs il est appelé par ses copains The King of Kings, le roi des rois, etc. Ce qu'il voit en lui, il le voit sur la scène, quand il est dans la boîte de nuit, le frère. Et qu'il voit justement ce corps glorieux, si on veut, mais donc une version, si on veut, popularisée, triviale, peu importe, de la foi qu'il a perdue, puisque lui, comment il décrit sa perte de foi, le frère, il dit, c'est quand vous regardez un crucifix et que vous voyez une croix avec un type en train de mourir. Donc c'est complètement désinvesti de tout symbolisme, et tout à coup, à l'intérieur de la boîte de nuit, il voit quelqu'un au contraire d'investi. Mais il me semble que même ça, comment dire, peut-être quand même que le film, même ça, ne mise pas non plus tout là-dessus. C'est-à-dire qu'il serait presque là aussi un peu complaisant s'il y avait juste cette translation-là. C'est-à-dire que si effectivement il y avait le passage de relais du frère qui ne peut plus croire, voilà, qui est au bout de ses capacités, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, à son petit frère qui lui, a priori, est athée, veut s'extraire de cette famille, de cette tradition, et qui en fait récupérerait par le costume, parce qu'il paraît le plus extérieur et le plus changeant,
quelque chose de cette spiritualité, oui, mais je pense que le film a l'intelligence, disons, de continuer ensuite l'espèce de glissement, quoi. C'est-à-dire qu'il n'érige pas ce jeune anti-héros ou ce jeune héros en sorte de Christ. Non, pas du tout. Mais en revanche, déterminisme social. j'ai été sensible au fait que ce soit un personnage qui soit en lutte tout le temps. Ah oui, voilà, c'est entre ça. la mystique, il y a une recherche mystique qui dépasse la matière. Oui. Quand vous parlez des viols, il y a tout un jeu pour moi entre la bestialité et la spiritualité, qui passe par ce travail du corps et de la danse, et dont le jeune père qui a du mal à assumer cette paternité est lui-même aussi tiraillé. Il y a des personnages comme ça qui sont tiraillés par une quête. Alors oui, tout à fait. Voilà. Ce qui me rappelle ce que je voulais dire sur peut-être que le film arrive à un troisième terme, disons, qui ne soit pas simplement c'est mort, nos futurs, à la années 70, c'est cette scène assez étrange où il a une augmentation de 2,50 $ et où il dit non mais c'est super, etc. Et le patron tellement... Là, on a l'impression d'un truc chez les anthropologues, chez les Dogons, qui serait relevé par des anthropologues. Tout à coup, il est tellement content de rien du tout, de cette petite aumône qui lui est faite, que le patron est obligé de faire une espèce de surdon, non pas de contre-don, mais et d'augmenter et de doubler la mise. Et c'est très étrange, cette attitude-là, et du patron, et de lui, très très content, alors qu'on lui donne presque rien. D'ailleurs, le père lui rabattra son caquet tout de suite en disant que 4 $, ça vaut même pas 3 $. Et en fait, je me suis dit que cette attitude-là qu'il avait, c'est pas seulement, c'est une attitude positive, très bien, ça va entraîner du positif, c'est pas ça. C'est que c'est en fait une forme de révolte. C'est-à-dire que de saper chez le dominant, chez le maître, chez le patron, tout ce qu'on veut, l'espèce de jouissance qu'il y aurait à vous voir lutter et à vous voir vous plaindre et à vous voir dire « mais je suis exploité », etc. Et tout à coup, ça, c'est complètement déroutant pour quelqu'un qui domine et qui croit qu'en faisant une petite augmentation, il reste dans sa position de personne magnanime qui peut donner ou pas donner. Et tout à coup, quelque chose là est subversif, me semble-t-il, y compris politiquement. Et je trouve que le film porte une force de subversion, à la fois dans l'énergie, tout simplement l'énergie physique, vraiment la corporelle, érotique, tout ce que vous voulez, qui arrive à combiner d'ailleurs un imaginaire érotique hétérosexuel et un imaginaire érotique homo-érotique. Les deux sont contenus quand même dans ce personnage, dans la façon dont il danse. Et puis, d'autre part, cette énergie qui peut être une énergie politique et qui peut aussi être une pure conscience. Et c'est pour ça que je pense que le fait que Travolta est... D'abord, c'est un très bon acteur. Il ne joue pas du tout son propre personnage. Ce n'est pas lui qui joue, il joue un personnage, quoi. Mais le fait qu'il ait vécu ce deuil intime, profond, amoureux, on se dit que les nombreux plans où on le voit pensif, et ça renvoie peut-être à la dimension spirituelle dont vous parlez, où on peut l'exprimer différemment, on voit une conscience en fait. On voit l'éveil d'une conscience, on voit quelqu'un qui peut être dans la surchauffe de l'action, dans la décharge du samedi soir, et en même temps qui peut être pure réceptivité, presque passive, mais en fait qui se laisse imprimer, qui enregistre. Alors jusqu'à ce plan très malaisant quand même, où il ferme les yeux et où il laisse ses amis violer sa copine. Mais où on sent qu'il se dit, on se dit pour lui, disons, ça y est, je pars, c'est fini, rideau sur ce monde, c'est le dernier, c'est pas possible, quoi. Mais en tout cas, c'est un plan qui est quand même difficile à encaisser. Plus que peut-être le plan du suicide, du suicide. De cette façon de se suicider sans se suicider, comme dit... Oui, on a dit déjà beaucoup de choses et avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que le personnage est très pathétique. Alors, comme toi, j'avais oublié le film, quoi. J'étais restée sur la musique finalement. Et alors, les questions que je me suis posées moi pendant le film, du coup, il y a tout le côté dramatique. Alors, on l'a mis dans comédie musicale, mais c'est
un drame musical plus. C'est au niveau de la danse et de la musique, justement. Bon, les années disco, moi je les mettrais entre 70 et 80. Et nous, on les a vus arriver en France en 80 plutôt, fin 70. Je me souviens en boîte, tout ce qui était rock et pop, ça avait disparu. Il n'y avait plus que du disco. C'était très difficile de danser sur autre chose. Et le disco, c'était effectivement la visibilité des Noirs et des homos. C'est eux qui, enfin, pouvaient s'exprimer de façon visible dans les boîtes. Et alors, c'est vrai que c'est très étonnant que du coup, là, ça soit repris par, j'allais dire des Blancs, des Italiens, parce que c'est le milieu quand même des Italiens américains. Et alors, on voit quand même que c'est l'époque de la pop, et je me souviens très bien, il y avait ceux qui continuaient à écouter la pop, et ceux qui écoutaient en plus ou que le disco. Et c'était vraiment des bandes différentes. Hein. On n'était pas du tout les mêmes, hein, ceux qui continuaient à écouter la pop. Et donc, à un moment, on entend un peu de pop, quand ils vont casser la figure, je crois. Hein. C'est ça, hein, c'est bien de la pop qu'on entend un petit peu, vaguement. Oui. Et alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la danse, Travolta, il a été bien meilleur dans d'autres films au niveau de la danse. Là, on a l'impression qu'il est sous-utilisé parce que, justement, on veut montrer, le réalisateur veut montrer que les bons danseurs, c'est pas ceux-là. Non. Les bons danseurs, c'est le couple de Noirs américains, ils sont géniaux. Et puis les Latinos, ils sont géniaux aussi. Parce que c'est eux les danseurs professionnels, les seuls danseurs professionnels du film, d'ailleurs. Et donc lui, il est par ailleurs excellent danseur aussi, en tant que comédien, parce qu'on l'a vu ne serait-ce que dans Grise, où il est génial. Donc je trouve que c'est très bien montré, ce désir à travers la danse comme à travers la boxe. On peut penser au film de boxe quand on voit ce film, ce désir de s'en sortir, les héritiers. Enfin voilà, on est d'un milieu et on voudrait bien pouvoir accéder aux étoiles, comme il lui dit à un moment. Voilà, donc je voulais revenir sur cet aspect musical, parce que vous aviez, cité le classique, mais je trouve qu'il faut aussi pas perdre de vue qu'à l'époque, il y avait toujours la pop. Oui. Oui. Et c'est intéressant parce que en fait, c'était la gloire, c'est le moment de gloire, disons, populaire du disco, mais c'est évidemment aussi son dévoiement. Mais ça, je pense que c'est l'histoire de toutes les musiques qui commencent marginales et puis qui ensuite ont du succès. Donc c'est qu'elles sont appropriées par les dominants, les blancs, quoi, en gros. Donc même là, si c'est les Italo-américains, il y a quand même un truc communautaire assez fort, mais ils sont racistes. Les Spics, c'est les hispaniques. Voilà, les niggers, voilà, il y a des blagues là-dessus sur les homos noirs. Donc le film montre ça. Il montre que c'est une appropriation par les blancs de ces danses. Et d'ailleurs, le DJ, qui est un vrai DJ, Monty, il est noir et c'est une grande figure, c'est un grand DJ de la communauté homosexuelle noire disco. Donc le film est conscient de montrer ça, de montrer cette popularisation, de même que, je crois, 2 ans après, il y a eu ce truc complètement fou. J'ai vu des images, mais très... Et je pense qu'il y a une archive plus longue, mais j'ai vu que quelques images où je ne sais plus quel animateur, je crois, à télé, a rassemblé dans un stade tous ces... Ça ne vous dit pas quelque chose, cette histoire? C'est tous ces disques de disco, parce qu'il y avait un fort mouvement de « on n'en peut plus du disco ». « We hate disco, death to disco ». Et tout ça, parce que c'est devenu... on n'en peut plus, quoi. Et donc, il a fait un autodafé de disques de disco dans un immense stade, mais vraiment un truc... on n'imagine pas ça, c'est-à-dire voilà, concrètement de dire mais ça suffit en fait le disco, mais là on est au moment où il est en pleine gloire, mais très vite en fait. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à ce que j'ai pu dire il y a longtemps quand on parlait de Busby Berkeley et du fait qu'on montrait ces comédies musicales du début des années 30, où en fait les gens ils en ont déjà marre de la comédie musicale alors qu'on est en 32. Ils en peuvent déjà plus alors que le cinéma il est parlant depuis 3 ans. En fait on en a tellement fait, on a tellement nourri le cinéma de ça pour dire ça y est, il parle, on va mettre de la musique et tout, qu'en fait on sature complètement. Mais c'est comme ça que ça marche Hollywood, c'est-à-dire que c'est le système de l'usine, quoi. Si un produit plaît, on en fait d'autres plus ou moins bons,
meilleur ou pire. Et puis très vite, on écœure. Mais c'est pas grave parce que ça se transforme. Il y a toujours des variations en cours de route, etc. Mais je pense que ce phénomène-là, on peut pas c'est historique, quoi. C'est une sorte d'évolution sociale. Mais dans ce que vous dites, quand même la conclusion, ce serait on n'a que son corps. Que ce soit la fille qui a dû coucher avec le type pour avoir l'appartement à Manhattan en disant il m'a aidé, ou que ce soit lui qui donne aussi de son corps de plein de façons, c'est ça, c'est marxiste. Enfin, d'une certaine façon, c'est, je sais pas, enfin, on est la force de travail qu'on a. Donc la danse dans ce sens, et il y a eu quelques textes là-dessus, est filmé comme un travail. Il y a même eu un texte qui interprète précisément certains gestes dans la chorégraphie de Travolta, qui n'est pas de Travolta, qui est de Lester Wilson, qui était un chorégraphe noir, mais en fait, il a quand même beaucoup laissé Travolta un peu en roue libre, et je pense qu'on le voit dans la chorégraphie. Il y a des gestes qui sont interprétés comme étant des gestes de travail, et que donc son travail, c'est d'être quincaillier, et que donc c'est pas un hasard si on le voit avec les pots de peinture là qui sont touillés, et qui font aussi référence à ce qu'elle dit quand elle dit « get your shit together », et il dit « bah oui, il y a qu'à touiller, on fait de la purée, etc. » Il y a un texte d'une théoricienne du cinéma qui interprète ça en disant « c'est une danse de métier », comme il y a en ethnographie, en Afrique. Voilà, tel artisan ou tel qui a une danse, un rituel particulier. Là, c'est la danse du quincaillier avec s'essuyer sa sueur, remonter son pantalon, remonter ses manches, etc. Moi, je le vois pas vraiment dans la chorégraphie. Je trouve que c'est un peu extrapolé, mais c'est quand même très... là où c'est juste, c'est que c'est du travail, en fait. Que cette danse, il la traite aussi comme un travail. Et ça, si vous avez vu les autres films du cycle, et notamment ceux de Busby Berkeley, ça n'est que ça. Ce sont des musicals de coulisses où les gens font un spectacle et où ça sue, où il faut répéter, et où tout ça est montré véritablement comme un travail. Donc on revient à l'essence du musical, qui est de montrer du travail plus ou moins sublimé, érotisé, mais en réalité, on sent qu'il y a encore le travail dans ce qu'on voit, quoi. Oui, d'ailleurs, pendant la projection, moi, je pensais aux sapeurs. Je ne sais pas si vous connaissez les sapeurs congolais. Alors, les sapeurs, la sape. Oui, la sape. Donc, dans le simulacre et dans la danse. Et effectivement, les mouvements de danse de Travolta, ça rappelle... la gestuelle du travail, et comme on trouve effectivement dans les chorégraphies, dans la danse africaine, africain c'est général, mais dans presque tous les pays d'Afrique, on travaille en rythme et en dansant. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'avais déjà remarqué sur un autre film, je ne sais plus lequel, de ces années-là, que le disco, là, en tout cas la chorégraphie une des chorégraphies disco, ça annonce le hip-hop. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a une gestuelle, puis d'ailleurs à un moment il danse au sol, alors ensuite la danse, c'est aussi pour échapper à la drogue. C'est une drogue. Oui, il dit vous pouvez pas vous défoncer avec la danse. Il faut qu'en plus vous preniez de la drogue. Il faut qu'à la place vous preniez de la drogue. Oui, lui c'est son. Mais c'est pas un exutoire. C'est ça que je trouve bien dans le film, c'est que c'est pas montré uniquement comme un exutoire. Il y a quelque chose en miniature du récit qui est rejoué sur la scène. On n'a pas parlé des trucs en couleur qui ont été mis. Je crois que c'est l'élément le plus cher de ce décor, alors que tout le reste est pris sur place. La quincaillerie, c'est une vraie quincaillerie. La boîte, c'est une vraie boîte, etc. Mais ils ont quand même fait mettre ces dalles colorées qui interagissent avec. Donc il y a quand même eu un peu de travail de ce point de vue-là, mais effectivement, c'est pas simplement une échappée. C'est pas simplement une drogue de la même façon que les autres prennent de la drogue. Il y a quelque chose quand même de plus élaboré là-dedans, de plus travaillé, quoi. Plus satisfaisant en tout cas, c'est sûr. Oui, qui se travaille, disons, qui le travaille et qui se travaille et qui réélabore quelque chose du corps
du corps de son père, enfin du corps d'ouvrier, de travailleur du bâtiment, quoi. Mais C'est qui sûr, danse. Parce que le père, quand oui, quand Tony il est se content prépare, il ressort de la chambre en faisant des petits mouvements. J'ai trouvé que ça vraiment très très beau, parce qu'on sent que le père, finalement, il n'est pas si loin que ça de son fils, sauf que il a pas eu ce choix. Il a travaillé, il a monté sa famille, s'en est occupé, même s'il est au chômage au moment où on rentre dans le film. Je vous laisse parler. Oui, à propos de Franck et Tony, je pense déjà ils se retrouvent d'une certaine façon au moment où Franck défroque. On ne sait pas trop quel rapport ils avaient avant, mais de fait, ils se rapprochent énormément. Et ce qui est amusant, c'est que Tony emmène Franck dans la boîte et avant de repartir, Franck lui donne sa bénédiction d'une certaine façon. Et on sent que pour Tony, c'est une façon d'être vraiment reconnu. Et peut-être aussi que pour l'augmentation que lui donne son patron, alors, je ne sais pas s'il y a dans la visée du scénariste quelque chose de vraiment politique ou marxiste, comme vous le disiez, mais pour lui, je pense qu'il le prend comme une reconnaissance aussi. Oui, c'est ce qu'il dit à son père, oui. qu'il n'a pas de son père. D'ailleurs. C'est ça, donc... Et après, pour revenir à Franck, quand Franck s'en va, il lui dit... Il faut que tu partes d'ici, toi aussi, tu vas faire quelque chose de toi. Tu vas y arriver. Oui. Et dans la dernière scène, on ne sait pas trop s'il va vraiment y arriver, mais il y a quelque chose, il a passé un cap, quoi. Là, on sait que... C'est le geste de la chapelle Sixtine, là, les deux mains. Oui. Oui. Juste, je trouve intéressant le plan, enfin le moment de la séquence dans la boîte qui est assez longue avec le frère, où finalement le prêtre tout à coup se accepte, alors qu'il déteste être appelé père, mon père, etc. Il dit non, appelez-moi Franck, tout le monde continue à l'appeler mon père. Et finalement, l'autre est tellement insistant avec son histoire d'avortement que tac, à un moment, il tourne la tête et il décide de l'écouter. Et on voit que ça y est, il s'est remis en mode prêtre. Et où il écoute, il est bien obligé, il écoute ce que lui demande le garçon qui parle des hosties. Enfin bon, c'est assez drôle, c'est comme terrible, mais drôle. Et là, on voit dans le contre-champ sur Franck que quelque chose advient qui fait qu'il quitte la boîte de nuit, en fait. Que la soirée se termine là. C'est à ce moment-là qu'il décide de partir. Donc il a entendu la confession de ce garçon et on voit une espèce de grande pitié, mais à mon avis, ce que nous, spectateurs, on est amenés à penser, c'est « Ok, mon frère, ça peut pas être... Il peut pas lui arriver ça. Il faut pas qu'il lui arrive ça. » Et donc, il y a un double mouvement. Il y a « Je reconnais que tu es le roi des rois à l'intérieur de ce milieu, mais il y a aussi un point de bascule où de dire « Non, mais pars !» Et c'est assez rare qu'on arrive à montrer ces deux choses quasiment concomitantes, quoi. Enfin, c'est un double discours d'une certaine façon, mais qu'on comprend dans ce petit mouvement où il quitte la soirée en prétextant, voilà. Et ça aussi, c'est très Scorsese, je trouve. Oui, enfin, moi je trouve que, en fait, on voit le personnage de Travolta pendant tout le film, en fait. Oui. Et de toutes les scènes, oui. Il cherche. Et au fur et à mesure, en fait, à la fin, il n'est pas sûr d'avoir trouvé sa voie, mais d'avoir trouvé sa voie plutôt. Mais il a fui, il est passé à autre chose, il a franchi le pont, tout ça. Mais effectivement, il y a tout un tas de situations, où, notamment avec son frère, ce qui est très frappant quand le frère s'en va. Après, Travolta est tout content. Il a dit, et quelque part, ça lui avait enlevé un poids. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est un personnage qui se trimballe en fait des poids pendant tout le film.
et qui petit à petit essayent de les enlever ou ils s'enlèvent par eux-mêmes. Quelque part, le personnage de Bobby qui lui collait au basque, c'était un poids aussi. Oui, tout à fait. Même si après, il va se retrimballer un autre poids qui est celui de la culpabilité de ne pas l'avoir appelé. Enfin, il y a une espèce de non, mais de pas jeu. tellement, en fait. Pas tant que ça, oui. Absolument. Oui, C'est assez frappant de voir comment Oui, ils s'en affranchis vachement vite de ça. Oui. Et du coup, la danse, c'est sans doute pour lui une manière d'être aérien, quoi, de se sortir de toute cette lourdeur, quoi. Oui, et jusqu'à la fin, jusqu'à cette déclaration d'amitié finale, parce qu'il pourrait retenter sa chance, ça pourrait être une fin plus romantique entre les deux, mais non, parce que ça aussi, ce serait un boulet. Et justement, parmi les boulets, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, peut-être même sans s'en rendre compte, il s'affranchit complètement des problématiques d'argent. On le voit au départ quand il donne les $5 sans reçu en disant c'est bon, je vous fais confiance, et l'autre non, vous ne devriez pas. Il y a effectivement la fausse négociation ou la négociation à l'envers sur les $2,50, et puis il y a aussi le fait que l'enveloppe de $500, il la redonne aux portoricains. Hein. Oui, tout à fait. Et le fait aussi qu'il accepte de se faire virer pour faire la demi-journée de déménagement. Et tout ça est très important. Ce rapport à l'argent qui n'est pas la norme, qui n'est pas le rapport normal productif rentable, est très important parce que... c'est pour ça que je pense que le film, il y a une petite lueur quand même, dans le sens où on a beaucoup dit que voilà, c'était le point de bascule entre, je vous dis, les années 70 et puis Reagan, quoi. Où là, ça va être très rationalisé, ça. C'est-à-dire que tout se vend, y compris soi, et comment on peut... Et elle est là-dedans. Elle, on pourrait dire qu'elle est déjà là-dedans. Elle a déjà bien compris que ça s'ordonne comme ça, et je trouve beau que lui... ce soit la dépense, par exemple, ou le contre-don, ou le don, mais que ce ne soit pas ce rapport capitaliste là. C'est pour ça qu'il y a une forme de subversion politique là-dedans. Pas seulement par le fait qu'il rejette le racisme et l'homophobie de ses camarades. Oui, parce que cette figure de prêtre, c'est là où le film a une empreinte catholique un peu... je disais Scorsese, mais Scorsese, c'est beaucoup plus dans la représentation, dans l'imagerie, d'une certaine façon, flamboyante. Et presque, ça me fait penser presque à Rossellini, c'est-à-dire une espèce de point de mystère, quoi. C'est-à-dire ce frère, il est un peu saint, d'une certaine façon, mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il est plus prêtre, on ne sait pas vraiment pourquoi il part, ni pourquoi il est revenu, il aurait pu le dire à distance. Voilà, il y a tout un mystère, et c'est pas seulement que juste c'est un personnage mal écrit, il est inscrit dans la dynamique familiale des vases communicants, si on considère que tout le film, c'est un film sur la circulation d'énergie, de coups, de violence, d'énergie corporelle, de fluides sexuels, etc. Il est aussi inscrit dans cette circulation-là, le frère, parce que c'est génial, les quelques phrases qui se disent. Et puis je trouve que Travolta les dit magnifiquement quand il est allongé. Il dit, bah oui, alors en fait, toi, comme t'es un peu moins bien, bah moi, je vais être un peu mieux. Et donc, ces vases communicants, ils fonctionnent aussi, bien sûr, dans l'économie familiale. Et c'est ça aussi qui allège. Et ça parle de la valeur, si vous voulez, ça parle c'est la bourse, quoi. C'est déjà, c'est ce Wall Street qui s'est complètement effondré, mais qui est en train de remonter et qui va remonter beaucoup dans les années 80. Mais quand même, c'est son propre système de valeurs, ou c'est sa compréhension de la valeur. Je trouve ça, puis quand même comique, assez drôle. Ce propos, il ne faut pas oublier que les États-Unis d'Amérique sont d'abord un pays capitaliste et surtout puritain, et que le puritanisme veut dire c'est-à-dire que si on est très riche et tout ça, on va au paradis. Alors que le catholicisme, les hyphenated, Italo-American, Irish American, Irish, les Irlandais, les Italiens sont catholiques, et que le catholicisme a d'autres valeurs. Donc, en fait, les catholiques sont très peu représentatifs, puisque le seul président catholique, c'était Kennedy. Et en fait, on voit bien que comme on disait, Travolta, l'argent, voilà. Ouais. C'est-à-dire que oui, dans le système puritain, enfin en tout cas, avoir du bien, il y a un rapport entre avoir du bien et être bon. Oui, effectivement. C'est pour ça que le biais
catholique du film est important, et notamment dans la représentation du corps et de la sexualité. On n'aurait effectivement pas du tout ça. Mais bon, ça se trouve ailleurs dans le cinéma américain, et je pense quand même, notamment chez Scorsese, c'est aussi très fort. Et comme par hasard, c'est aussi un cinéaste qui travaille la violence comme nul autre dans le cinéma américain, que ce soit la violence politique, la violence dans le couple. Si vous étiez venu à la première saison de Comédie Musicale, on avait passé New York, où il y a une scène de tabassage de la femme enceinte dans la voiture, mais c'est incroyable. Tout ça dans un film qui est situé en plus avant, juste après-guerre. Donc ce rapport à la violence des cinéastes italo-américains, il est intéressant. On a évoqué Rocky aussi, qui a quand même un schéma, je trouve, assez semblable. Oui. Pareil, c'est de toute façon parce un qu'il est acteur inspiré italien. de Rocky. Puis à la fin, où finalement, il faut qu'il perde pour gagner, etc. Enfin, un truc, Oui. Et puis cette même manière de se tenir entre les années 70, Nouvelle Hollywood, et puis les années 80. Après Rocky, ça va devenir quand même un des plus grands représentants du cinéma réganien, quoi. Mais c'est ça qui est paradoxal. C'est cette combinaison d'un imaginaire de la perte et de la rédemption, etc., qui vient du catholicisme, mais en même temps inscrit dans une société complètement capitaliste qui va vers... voilà. Oui, mais c'est à partir des Rocky suivants que ça devient en fait réganien. Oui, parce qu'on pourrait dire que cheval, les suites, les sequels, sont la capitalisation d'un scénario original. C'est ça. C'est le système même d'Hollywood que de faire du même, en tout cas d'essayer de rentabiliser à partir de quelque chose d'original. Mais des fois, ça fait des variations intéressantes, mais en général, et notamment, j'ai pas pu revoir Staying Alive, qui est réalisé par Sylvester Stallone, qui est la suite de La Fièvre du samedi soir, mais dans mon souvenir, c'est épouvantable. Même petite, je trouvais que c'était vraiment pas possible. Et voilà, donc... On aurait dû amener un extrait, en fait. C'était ça, l'extrait à passer. Non, mais j'ai pas pu. Non, parce que là, c'est... Ah oui, c'est incroyable. Quand le père dit « Attends, c'est pas parce que je travaille que tu vas arrêter de contribuer à cette famille. » parce qu'il faut qu'ils reprennent les économies qu'ils n'ont pas pu faire, etc. Oui, il y a une économie intergénérationnelle assez amusante. Oui. En tout cas, merci d'être venu et resté, parce que vous êtes des survivants. Et donc, prochaine séance le 22 juin. Ouais, avec Cry Baby, donc de John Waters. Cry Baby de John Waters, assez fou, un film assez fou. Et à ce moment-là, on vous dévoilera la suite du programme pour l'année prochaine. Oui, on vous dévoilera comment on appelle ça, la bande-annonce, la bande-annonce de l'année prochaine. Voilà. Bonne nuit, merci.